monde est là, très bien. Bonsoir. Bonsoir à tous les quatre et rebonsoir Gilles qui va... Oui, ça va. Oui, bon, ça va fonctionner. On va évidemment parler de cet RSE, un accélérateur de croissance. Voilà, je vous laisse découvrir chacun. Donc, Frédéric de chez EY, Caroline à mes côtés, OVH Cloud, Fabrice sur la stratégie achat de SNCF, et puis Laurence Medioni, directrice RSE transformation d'Ubitransport. Ubitransport, alors peut-être le moins connu parmi les quatre invités. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt une scale-up. Hein. Vous êtes sur la French Tech 120, vous êtes un éditeur intégrateur de solutions numériques pour gérer et optimiser les réseaux de transport public, et vous avez 10 ans d'existence, hein, c'est bien ça, et à la fois une tech for good et puis une entreprise aussi qui s'est pleinement emparée de la RSE, et on va justement parler de votre démarche RSE dans un instant. Et puis pour animer cette table ronde, mon compère Gilles, qui sera en tant que CEO de Saswedo, qui a engagé depuis plus de 2 ans cette démarche RSE, et on aura l'occasion d'en reparler, à la fois intervieweur et à la fois qui nous apportera ses commentaires. Hein, Gilles, un mot? Le mot, on va le découvrir. Je ne veux pas dévoiler tout ce qui va se dire là, mais le sujet est intéressant puisqu'on a parlé beaucoup de l'empreinte carbone, mais on verra avec nos invités que ce n'est pas que l'empreinte carbone, c'est aussi toute la partie sociétale avec l'inclusion, l'humain. Voilà, c'est la partie économique aussi, puisqu'on va voir que les donneurs d'ordre sont très attentifs à cette partie maintenant, et on va dérouler justement pour aborder ces points. Alors justement, je vais démarrer avec vous, Frédéric Papon de chez EY. Alors il y a quelques grands jalons dans cette étude, mais souvent, et on entend ça alors, dans l'univers numérique, mais dans tout un tas d'autres domaines, on ne sait pas par où commencer en fait. On se dit, bon, je vais prendre des voitures qui vont rouler à l'électrique, je vais essayer d'éteindre les lumières. Enfin voilà, il y a quelques mesures un peu basiques, mais après, trouver les bons indicateurs, comment on fait? Alors, je dirais déjà une chose en introduction, c'est que les résultats qu'on nous a présentés juste avant sur l'attention portée à la RSE, le fait de parler de logiciels qui permettent pour l'utilisateur, le client, de générer une réduction par rapport à une situation de référence, on est vraiment sur les sujets qui sont clés pour à la fois la différenciation et aussi, entre guillemets, je me projette un peu la survie du secteur. C'est-à-dire que le license to operate pour les logiciels, ça va être leur capacité à décarboniser l'économie. Pas uniquement, mais le prendre en compte. Et avoir aujourd'hui ce taux de réponse via l'enquête, et j'ai vu qu'il y avait aussi un autre indicateur qui parlait de 17% des éditeurs de logiciels qui font une quantification de ces bénéfices, ça va dans le bon sens, donc bravo. Alors, on a conscience qu'aujourd'hui, il y a encore des manques de normes, de labels, de méthodologies pour arriver à définir ces bénéfices carbone. Mais la dynamique est là, et on en reparlera avec la Commission européenne aussi qui pousse dans ce sens, donc c'est une excellente nouvelle. Alors, pour revenir à votre question, par où commencer? Je dirais 3 choses. D'une part, un état des lieux, une photo à l'instant T pour démarrer. Je vais prendre le carbone comme exemple parce qu'il est peut-être plus facile. On parle de bilan carbone. Le bilan carbone, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut bien se poser la question du périmètre. Vous avez un bilan carbone qui va être associé à vos activités, qu'on va nommer tertiaires, les activités aussi liées aux achats. Donc, vous allez avoir des émissions amont liées aux produits que vous achetez. Et puis, on va avoir les émissions liées à l'utilisation de vos produits et de vos services, les émissions aval. Donc, vous allez vous retrouver avec un périmètre à apprécier. Peut-être qu'il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire regarder votre périmètre immédiat et puis ensuite procéder à ces périmètres amont et aval où les émissions sont peut-être un peu plus difficiles à apprécier. Mais c'est une bonne base parce que ça vous permet d'avoir une année de référence. Et à partir du moment où vous avez votre année de référence, vous pouvez vous projeter et vous doter là d'une ambition. On reviendra aussi, c'est quoi une ambition? Une ambition de réduction. Et sur quelle base, sur quelle norme, sur quel référentiel je dois partir? On a un référentiel qui s'est imposé depuis plusieurs années qui s'appelle le SBTI, alors excusez-moi l'anglicisme, mais le Science Based Target, qui est une initiative, on peut dire, de l'industrie, qui s'impose aujourd'hui. Et si on prend un peu de recul, aujourd'hui, on a pratiquement 2000 entreprises qui se sont dotées d'un objectif ambitieux aligné sur le SBTI, qui veut dire aligné sur les accords de Paris.
Tout à l'heure, on entendait les 1,5 degrés, les 2 degrés. On n'a pas parlé du net zéro, mais on est sur des ambitions très très fortes de réduction. Et si on prend le secteur des logiciels, vous avez grosso modo aujourd'hui une centaine d'entreprises, 97, qui se sont dotées d'un objectif globalement. Et sur ces 97, il y en a 45 qui sont en Europe. Donc à nouveau, excellente dynamique. Alors c'est 5% du total des entreprises qui sont dotées d'objectifs ambitieux alignés sur les accords de Paris, mais c'est déjà quelque chose. Donc c'est un référentiel que vous pouvez considérer pour vous doter d'une ambition de réduction. Et puis l'autre aspect de votre démarche, c'est communiquer. On a parlé tout à l'heure des salariés qui ont de plus en plus d'attentes à la fois sur l'exemplarité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent et puis la vision. Exemplarité et puis donner une direction, donner une vision. Donc communiquer en interne pour expliquer la démarche et puis aussi évidemment communiquer en externe pour pouvoir ou répondre aux attentes si vous avez des clients qui sont déjà en train de vous poser des questions sur l'empreinte carbone de vos produits ou services ou anticiper les questions de vos clients qui arriveront certainement dans les années à venir pour pouvoir être en mesure de répondre dans le cas d'un appel d'offres, dans le cas d'une consultation, en apportant les éléments de votre démarche. Donc voilà, je dirais votre empreinte, point de départ qui soit suffisamment clair et ambitieux en termes de périmètre, un niveau d'ambition qui doit, dans la mesure du possible, aller vers un alignement vers les accords de Paris, et puis cette communication pour donner de la visibilité à la démarche, et puis aussi apporter un peu de positionnement en interne. Vous allez avoir des salariés qui vont être motivés naturellement pour aller vers ces démarches, et il faut leur donner aussi un rôle qui peut être, on a des initiatives comme la fresque du climat, qui est une initiative qui permet de faire vraiment monter en compétences collectivement, avec différents niveaux dans la hiérarchie, un ensemble d'employés, sur ces questions, mais le voir ensemble et expérimenter et créer l'émotion ensemble. Et ça soude et ça permet aussi de faire bouger les lignes sur ces sujets. Et puis bien entendu, alors on ne peut pas le faire tout seul, voilà, qu'on soit client, fournisseur, il faut qu'il y ait vraiment à la fois ce partage d'informations, ce lien entre les uns et les autres. Et on a la chance d'avoir avec nous Fabrice Morel, donc de la stratégie achat à SNCF. Et vous avez décliné votre feuille de route RSE dans vos appels d'offres. C'est vraiment ça. Et alors, indiquez-nous un peu en quelques mots comment vous déclinez ça et justement comment vous arrivez aussi à acculturer quelque part vos partenaires, vos fournisseurs à travailler sur cette démarche. Alors nous à la SNCF, on a une feuille de route RSE qu'on décline effectivement sur on a 13 milliards à peu près d'achats annuels, dont un petit milliard autour du secteur du SI, de l'IT, des télécoms. Et nos trois piliers qui sont d'égale importance, il y a bien la décarbonation dont on a déjà beaucoup parlé, donc la décarbonation de la supply chain. Il y a tout ce qui tourne autour de la vigilance, c'est-à-dire s'assurer que les fournisseurs avec lesquels on travaille et leurs sous-traitants respectent bien l'ensemble des législations en vigueur. C'est une dimension qui est extrêmement importante. Et puis la partie excusez-moi. Et la partie ancrage territorial, c'est-à-dire travailler avec des PME, des entreprises du secteur social et solidaire, parce que on est une entreprise évidemment citoyenne au sein de la France. Alors, pour avancer sur ces valeurs-là, depuis maintenant plusieurs années, on a pris le parti d'utiliser en fait la contrainte, puisque nous on est en commande publique, on est un donneur d'ordre public, on a pris le parti d'utiliser la contrainte des notations d'appel d'offres pour isoler la RSE au sein de nos notations d'appel d'offres. Donc à côté du technique et du financier, on réserve systématiquement 20% de la notation à des critères RSE de tout type, ce qui nous permet d'abord d'être certain que les dimensions RSE sont prises en compte dans l'objet du marché, mais en plus, c'est un puissant vecteur de changement culturel à l'intérieur de l'entreprise, puisque ça oblige les populations achats et les donneurs d'ordre en interne à réfléchir ensemble sur ces sujets-là et comment mettre en place des critères RSE différenciants
à l'intérieur d'une consultation. Et sur les 13 milliards, vous avez réussi à avoir Alors, aujourd'hui, identifier ces 20%. En fait, ça se fait au fur et à mesure des renouvellements. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 50% de notre dépense annuelle qui est sous cette notation ARS à 50%. À 20%, pardon. L'objectif est bien d'aller à 100% d'ici quelques années. Alors concrètement, ces critères, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le secteur du logiciel? On prend un nombre de critères limités, qui n'exclura aucun des soumissionnaires, évidemment. On prend un nombre de critères limités de manière à avoir des critères qui soient différenciants et qui soient solides. Et après, on travaille entre acheteurs et donneurs d'ordre et ça peut couvrir n'importe quel aspect, le carbone, le social, l'inclusion, l'économie circulaire, la performance énergétique, l'éco-conception. Ça dépend vraiment. L'important, c'est que les critères soient liés à l'objet du marché, donc à un besoin fonctionnel qu'on a écrit, et qui soient mesurables au moment de la consultation et au moment de l'exécution, tout au long de la durée de l'exécution du marché. Et Fabrice, ce qui est important là aussi, c'est que ça rentre vous anticipez un peu le cadre législatif, parce que tout ce que vous dites là, ça va finir par arriver. Alors en fait, oui, on n'avait pas forcément fait exprès, mais la loi climat et résilience de l'année dernière impose maintenant à tout acheteur public d'inclure au moins un facteur environnemental ou sociétal dans ces consultations. Donc nous, on est déjà assez au-delà de cette exigence. Et ça veut dire en interne, c'est les clients internes, les donneurs d'ordre, la DSI, on en parlait là. Absolument, absolument. Et c'est une acculturation des acheteurs, des DSI constante sur l'ensemble de ces sujets, avec des formations à sa responsable pour l'ensemble des membres de la filière achat. On fait aussi, Frédéric en a parlé, des fresques du climat, parce que c'est vrai que c'est un outil extrêmement puissant pour sensibiliser tout le monde sur ces sujets-là. Et on fait des réunions également sectorielles en fonction de certaines familles d'achat. On a récemment fait, le mois dernier, une grande réunion interne spécifiquement sur le numérique responsable pour acculturer l'ensemble des parties prenantes sur ce sujet. Et justement, je voulais revenir dessus parce que je peux témoigner, la SNCF est un de mes gros clients, donc je témoigne les 20%. Et je peux vous dire que pendant les soutenances, c'est aussi ardu que sur la partie technique, sur la partie financière. Il faut montrer patte blanche. Et justement, la question que je voulais poser, Fabrice, c'est, et notamment pour tous mes confrères ici, quel apport pour un grand donneur d'ordre comme la SNCF peut avoir un éditeur de logiciel qui va chercher des labellisations, 26 000, 20 400 comme les achats responsables, une note EcoVadis. C'est un vrai boulot parce que je l'ai fait et ça a duré plus d'1 an et je peux vous dire que c'est un investissement de temps et financier pour obtenir ces labels. Mais qu'est-ce que ça peut apporter pour pouvoir avoir une bonne note sur ces 20% sur un groupe comme la SNCF? Alors Gilles connaît la réponse à cette question. C'est une consultation pour un marché à la SNCF ou chez n'importe quel donneur d'ordre public. C'est pas un concours de beauté. Donc, si on vient avec un beau label, un super bilan carbone, une notation Platinum EcoVadis, c'est très bien. Mais c'est pas ça qu'on va nécessairement chercher. C'est absolument pas une garantie de gagner le marché ou de battre ses concurrents sur les autres dimensions. Ces labellisations, ces évaluations, elles sont importantes. Elles font partie du paysage de la RSE. Nous-mêmes, SNCF, on s'y soumet. On est labellisé achat responsable, relations fournisseurs, achat responsable. On est évalué par EcoVadis, par Moody's, par le Carbon Disclosure Project, et j'en oublie, parce que des clients B2B ou des banques nous demandent de fournir ces éléments-là. Et ils font partie de notre déclaration de performance extra-financière. Voilà. Donc ça, c'est des points importants. Et il y a une vertu dans la gymnastique qui consiste à faire le travail de formalisation de ces objectifs et de ces actions pour être dans les clous de ces labellisations et de ces évaluations. Mais dans le cadre de l'obtention de la compétition pour un marché, ça ne saurait suffire, ça ne peut pas se substituer à des données spécifiques à l'objet du marché.
Juste un mot justement en termes de retour d'expérience par rapport aux éditeurs de logiciels qui sont présents dans la salle, dans le cadre des notations RSE que vous avez déjà effectuées. Là, qu'est-ce que vous avez à nous commenter? Le point sur lequel je voudrais insister ce soir sur ce point-là spécifique, ce qui est super important pour nous dans le cadre de ces exercices, c'est la transparence. Si on commence à invoquer le secret des affaires pour pas nous donner des données techniques ou des choses comme ça, on va avoir un red flag tout de suite. Ça va nous alerter sur le fait que le soumissionnaire ne maîtrise pas forcément aussi bien que ça les éléments, par exemple de ses émissions carbone ou les paramètres de l'hébergement de son logiciel en mode SaaS. Donc vraiment la transparence et la lisibilité des données et encore une fois l'adaptation des données aux besoins du marché, c'est-à-dire un bilan carbone global d'un éditeur, ça m'intéresse pas. Le bilan carbone ramené à la consultation que je mène pour le produit, le service ou le référencement dans lequel je suis engagé, c'est ça dont j'ai besoin. Et évidemment, on ne peut pas toujours prévoir les volumes et les consommations qui vont avoir lieu dans la vie d'un marché, mais nous donner des unités d'œuvre sur une journée standard d'utilisation d'un logiciel ou n'importe quelle autre métrique comme ça qui permet de nous faire une idée et de comparer avec un autre soumissionnaire, c'est ce genre de choses dont on a besoin. Et évidemment, d'autres notions qui ont déjà été évoquées par des intervenants avant moi, le juste besoin, l'accessibilité des produits, les modalités d'hébergement et l'éco-conception. Voilà. Et au même titre, pour mes confrères, au même titre que lorsqu'on va chercher une labellisation, on s'inscrit dans un schéma de progrès. On part d'une situation X, il n'y a pas de bonne situation au départ, on a la situation de départ, on s'engage à une amélioration de ces éléments. Au même titre, lorsqu'on signe avec des grands groupes comme la SNCF, il y a les 20% qui sont notés au départ avec une situation, mais ce n'est pas parce qu'on a donné une bonne image que ça doit s'arrêter. C'est-à-dire que dans les contrats, ça suit un peu ce principe de labellisation, c'est qu'on s'engage aussi dans le temps à s'améliorer, à faire mieux à chaque fois. Donc, vraiment, la démarche RSE, si on veut qu'elle soit structurée, il faut qu'elle se mette dans le temps et pas simplement une image à un temps zéro. Et de toute façon, on compte également sur nos partenaires fournisseurs pour nous aider, nous aussi, à progresser dans la connaissance et dans le fonctionnement sur toutes ces dimensions. On n'a pas la science infuse. Alors justement, au niveau des partenaires, question pour vous, Caroline, chez OVH Cloud. Comment vous percevez justement l'attente en matière de RSE chez les éditeurs de logiciels avec qui vous travaillez notamment? Donc l'attente, on la sent grandissante. Au fur et à mesure des années, on voit que le sujet est plus important. On est peut-être on sent qu'on franchit un cap sur cette démarche. Maintenant, on voit aussi qu'elle est pas encore mature. Il y a certains grands intégrateurs qui ont bien avancé et qui ont mis en œuvre des méthodologies et des outils pour communiquer. On sent qu'il y a encore du chemin à faire sur la partie éditeur et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'hébergeur d'accompagner les éditeurs. Alors de deux façons. Quand ils s'appuient sur des plateformes hébergées, sur nos infrastructures, c'est déjà de leur apporter la solution la plus efficace d'un point de vue impact carbone, impact environnemental. On parlera d'autres indicateurs importants. Mais après, de donner de la visibilité aussi aux éditeurs SaaS sur la consommation qu'ils vont avoir pour qu'ils puissent restituer la consommation de bout en bout aux donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, on vient de le voir, sont de plus en plus exigeants. Donc forcément, ça oblige à se situer dans une démarche de progrès. Et alors, ça se traduit comment chez vous? Alors, c'est vrai qu'on a vu fondateur d'OVH Cloud, Octave Klaba, qui en a fait aussi l'un de ses leitmotifs. Depuis le début, il parlait toujours des serveurs qui consomment moins d'énergie, le recyclage. Ça, elle a toujours travaillé. Donc aujourd'hui, comment votre démarche RSE, voilà, s'il fallait nous donner rapidement quelques points. Alors, pour expliquer, déjà, on a dû faire un énorme effort au moment de notre introduction en bourse il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc là, ça oblige parce que finalement, dans la valorisation d'une entreprise, on voit que c'est un critère important et donc les analystes nous ont challengés sur le sujet. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte d'ailleurs que notre modèle était très vertueux sur le marché puisqu'on a été comparé à d'autres acteurs du domaine. Alors, pourquoi on est vertueux, en fait? Et c'est vrai que c'est dans l'ADN d'OVH Cloud. On a parlé tout à l'heure de sobriété, mais nous, on parle aussi de frugalité. C'est-à-dire, dès le départ, OVH Cloud a été conçu de manière à optimiser, en fait, l'ensemble de ses coûts. Et à un moment, optimiser ses coûts, c'est aussi optimiser son empreinte sur l'environnement. Pour cela, on construit nous-mêmes nos serveurs. On a 2 usines, une dans le nord de la France et une au Canada pour couvrir le continent américain.
Ça nous permet d'avoir notre propre technologie de cooling. Et on fait du water cooling, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau en circuit fermé. Donc ça a un double intérêt. Ça permet de ne pas avoir d'air conditionné dans nos data centers et ça permet aussi d'avoir une eau en circuit fermé. Donc on mesure aujourd'hui à travers un indicateur qu'on appelle le PUE l'efficacité dans l'usage de l'électricité et on a un très très bon PUE entre 1,1 et 1,3 suivant les data centers, mais aussi l'efficacité dans l'usage de l'eau. Et on a vu cet été, au moment où il y avait les périodes de canicule aux Pays-Bas, ils étaient en difficulté parce que finalement, les cloud providers utilisaient des quantités gigantesques d'eau. Et donc là-dessus, notre modèle en circuit fermé nous permet d'utiliser 10 fois moins d'eau qu'un fournisseur, enfin qu'une solution traditionnelle de refroidissement. Donc ça, c'est toute la partie refroidissement et optimisation de l'usage donc de l'électricité. Au-delà de ça, le fait de construire nos propres serveurs nous permet de leur donner une deuxième, une troisième et même une quatrième vie. Et on a plusieurs gammes pour cela, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a toujours une course à la puissance, mais il y a des besoins plus grand public, d'entreprises qui n'ont pas toujours ce besoin de puissance. Et on recycle nos serveurs dans notre usine de Croix. Et de cette façon-là, on fait durer au maximum chaque pièce de notre chaîne. Pour nous, c'est vraiment un sujet d'innovation aussi. On a des brevets pour cela et on continue en permanence à innover. On a communiqué récemment sur tout ce qui est immersion cooling. Donc, par rapport à ça, on a pris des engagements sur la neutralité carbone, le net zéro carbone. Donc, on parlait aujourd'hui, le fonctionnement d'un serveur, c'est pas forcément ce qui prend le plus d'énergie, mais toute la partie amont de construction du serveur, c'est 70% de l'empreinte carbone. La construction des data centers, ça aussi, c'est un impact carbone très important. Donc, on réutilise des bâtiments industriels pour implanter nos nouveaux data centers. Le recours à énergie peu carbonée. Puis on reviendra dans un instant aussi sur toute la politique de formation au niveau de l'engagement des collaborateurs. Justement, comment vous accompagnez les éditeurs en matière de RSE, justement ? Donc là-dessus, déjà, voilà, c'est en leur apportant ça. On peut leur donner aujourd'hui à la demande une visibilité sur l'empreinte carbone qu'ils ont. Notre objectif en 2023, c'est de donner une calculette carbone qui sera disponible dans l'espace client et qui leur permettra, en fonction de leur consommation d'infrastructures chez nous, de mesurer l'empreinte carbone qu'ils utilisent. Et comme ça, ils pourront constituer avec leur propre usage, la partie applicative, l'empreinte globale de leur solution. Et puis on rappelle que toute cette politique, c'est pas juste les nouveaux data centers, c'est l'ensemble des data centers. Tout à fait, c'est historique. Une trentaine, enfin un peu plus d'une trentaine. Oui, on a 33 et une quinzaine à venir. À travers le monde. Et on va revenir dans un instant sur la politique aussi de diversification, enfin tout l'aspect RSE aussi en termes de collaborateurs chez OVH Cloud. Pardon, Laurence Medioni, vous, ces démarches RSE dans les appels d'offres, vous la constatez évidemment comme tout le monde, mais sous quelle forme un peu, comment vous interprétez ça sur ce que vous rencontrez ? Alors oui, effectivement, il y a quelques années, en fait, on ne voyait quasiment pas de clause RSE dans les appels d'offres publics que l'on évaluait, nous, au niveau de la mobilité. Et effectivement, depuis maintenant 2-3 ans, on voit ces clauses augmenter et à notre niveau, on estime qu'il y a environ 30% des appels d'offres qui sont constitués de clauses RSE, avec en plus une norme qui va obliger à avoir ces clauses de manière beaucoup plus régulière à partir de 2025. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Fabrice, nous, on a étudié justement l'appel d'offres un appel d'offres SNCF qui était sorti récemment. Et effectivement, on a pris conscience de l'importance de la préqualification de certains fournisseurs en fonction de la note RSE. Fabrice, vous voulez réagir ? Je ne sais pas où Gilles avait. Super. En revanche, pour commenter, dans ce qui est demandé, parfois, il y a beaucoup de demandes de clauses sur la base de normes. Par exemple, la norme écologique ISO 14001. Or, quand on est éditeur, quand on n'est pas un grand compte, quand on n'est pas coté, quand on n'est que dans une démarche volontaire, on n'a pas forcément choisi cette norme-là pour avancer pour nous-mêmes. Donc, à un moment, c'est aussi important de faire l'évaluation entre ce qui est bien pour l'entreprise et comment elle doit avancer, ce qui est demandé potentiellement par rapport à vos donneurs d'ordre pour effectuer des bons choix. Gilles, non, pas de questions, pas de remarques supplémentaires ? Micro. Pardon, comment la démarche RSE a été mise en place chez UBI Transport ? Alors chez nous, c'était une démarche complètement volontaire. Donc au départ, c'était des initiatives issues de collaboratrices et collaborateurs, excusez-moi.
Et puis, très rapidement, on a senti le besoin de cadrer la démarche, de lui donner un cap et des objectifs plus clairs pour être, on va dire, plus pertinent dans les impacts que l'on pourrait avoir à différents niveaux. Donc, on a construit une première feuille de route en 2018 et là, nous en sommes à la deuxième qui a été mise en place à partir de 2021 et qui a été réfléchie autour de 5 enjeux qui constituent du coup 5 axes de travail et de progrès pour nous. Ces 5 enjeux, il y en a un en interne, c'est la gouvernance et la transformation. On a parlé beaucoup de transformation en début de cette séance. Et effectivement, quand on est un éditeur, souvent on vit des années d'hypercroissance, donc c'est extraordinaire pour le développement de l'entreprise. C'est très compliqué en interne à vivre. Donc comment on structure, comment on change les process, comment on accueille des cultures différentes, d'entreprises différentes dans notre politique d'acquisition, c'est tout ça qu'on est obligé de réfléchir. Et donc en parallèle, on a allé choisir 4 enjeux externes qui viennent, on va dire, en répercussion chez nous. Le premier, c'est ce qu'on appelle, nous, climat, numérique, environnement. On a parlé 4% d'émissions de CO2 liées au numérique. La trajectoire, c'est plutôt à 7% dans les prochaines années. Et donc, comment nous, on contribue pour réduire notre propre impact carbone. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est finance responsable. 2022, c'est une année en pleine ébullition pour les banquiers, pour les investisseurs. On a parlé de prochaines réglementations qui vont tomber. Et donc, comment eux doivent s'y retrouver, c'est pas toujours facile pour eux. Et donc, nous, derrière, en effet rebond, comment nous, on doit se préparer pour proposer des KPI adaptés à leurs attentes. Le troisième enjeu, en externe, c'est tout ce qui est accessibilité sociale. Que ce soit en interne, chez nous, auprès de nos collaborateurs, collaboratrices, comment améliorer la qualité de vie au travail, comment proposer une manière de revenir aussi au travail après quelques années Covid. Et puis, c'est aussi l'externe. L'externe, c'est comment j'assure l'accessibilité de mes solutions en termes d'interface pour différents acteurs, parfois en situation aussi de handicap. Comment j'assure aussi sur mon secteur d'activité, en l'occurrence, nous, c'est la mobilité, une mobilité plus fluide, plus durable. Et puis enfin, le dernier enjeu, nous, on l'a vraiment positionné en fonction de notre secteur d'activité, donc territoire et mobilité. Nos clients sont les premiers impactés par tous les enjeux de transition écologique et énergétique. Et donc, nous, on se pose la question de comment on peut les accompagner sur ce sujet. Et donc, au total, depuis 2021, c'est environ une trentaine d'actions, donc très variées, qui peuvent allier de la sensibilisation des enjeux en interne à des réflexions d'éco-conception, de numérique responsable, jusqu'à travailler avec des acteurs locaux, parce qu'on veut vraiment aussi être un acteur qui compte sur notre territoire. On vient de Mâcon au départ, et on travaille avec les acteurs du territoire pour redynamiser aussi des villes de taille médiane et faire en sorte qu'il y ait des nouvelles sociétés, des start-up qui aussi émergent dans des territoires qui ne sont pas forcément propices au départ à leur éclosion et sortir un peu des grandes métropoles qui existent aussi en France. C'est ce qu'on commence à voir un peu dans le domaine de. Je vois ça dans le domaine. Je pensais à Ledger qui s'est installé aussi en région, dans le domaine NFT. On a vu ça aussi dans le domaine de la robotique. Juste, quand je revois le titre aussi, RSE, un accélérateur de croissance, évidemment un engagement fort de la part des collaborateurs. C'est la politique de formation. Si je peux me permettre, il y a un truc qui m'intéresse dans ce qu'a dit Laurence. Si tu peux nous dire sur ces 5 enjeux majeurs et cette feuille de route 2021, donc qui suit celle de 2018, concrètement. Comment chez Ubisoft vous avez formalisé ça? Et attention au temps. Ubitransport. On nous confond beaucoup entre Ubitransport et Ubisoft, mais nous c'est Ubitransport. C'est moins ludique. Ubitransport. Quelle croissance. Comment on a mis en place comment on a réussi à avancer, tu veux dire là-dessus? Ouais. Alors concrètement, c'est très simple. On a changé de braquet entre 2018 et 2021. En 2018, on était très motivés. On s'est dit, on va monter un comité RSE. Il y avait une personne dédiée de chaque direction, parité homme-femme, tout niveau, manager, équipe, pour définir la feuille de route. Et on l'a vraiment écrit ensemble, avec le soutien d'un prestataire externe et aussi grâce à une subvention de la région. Fort est de constater qu'avec l'hypercroissance, on a des collaboratrices très motivées, mais aussi très surchargées. Et donc, en 2021, quand on a réécrit la suite de notre feuille de route, j'ai proposé d'arrêter ce comité qui avait du mal à tenir dans le temps. Et en fait, j'ai plutôt travaillé dans le cadre d'un dialogue de parties prenantes
Je suis allée voir les investisseurs, je suis allée voir nos collaborateurs, je suis allée voir des clients, je les ai écoutés et j'ai construit moi-même la feuille de route. Et ensuite, je l'ai repartagée. Et du coup, on a gagné du temps parce que j'ai moins sollicité personne, mais comme je les avais entendus, j'espérais être en capacité de retranscrire ce qui m'avait remonté. Merci Laurence. Alors je reviens sur ma question, justement sur l'engagement fort des collaborateurs chez OVH Cloud. C'est de la formation, c'est de la diversification. Expliquez-nous en quelques mots, Caroline. Alors la formation, bien sûr, Oui. il y en a, hein, comme dans toute entreprise. Tout à l'heure, j'ai pas trop insisté sur l'engagement sociétal, mais c'est vrai qu'en ayant nos usines et notre usine à Croix avec notre centre de R&D dans le nord de la France, on reconvertit des gens aussi qui n'ont pas d'emploi et qu'on accompagne pour qu'ils ils puissent intervenir dans cette usine, dans nos data centers. Si on parle aussi on a parlé de l'engagement des salariés, on a pas mal de jeunes, on recrute beaucoup, une centaine de personnes par mois, et le fait il y a une très très forte sensibilité, vous le savez, des jeunes à ces sujets-là, et ils viennent aussi pour un projet d'entreprise, pour des valeurs, et donc la partie environnementale, sociétale, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose aussi qui fait qu'on est attractif pour ces jeunes. Frédéric, pour conclure, donc on a eu, c'était le Parlement européen qui a sorti une nouvelle directive, hein, c'était ça qui renforce les obligations pour les entreprises européennes, donc en matière de publication d'informations, alors non financières, mais liées à tout ce qui est RSE. Qu'est-ce qui va changer? Qui devra s'y conformer? Est-ce que ça ne peut pas freiner l'innovation quelque part? Voilà. Comment s'y engager sans se retrouver sous des contraintes un peu fortes? Alors, il faut garder en tête que ce que la Commission européenne est en train de faire, c'est très, très ambitieux. On pourrait, en prenant un peu de recul, se dire il y a différentes querelles de chapelle entre les Américains et les Européens sur ce que les entreprises doivent communiquer en termes de données non financières. Pour faire très simple, il y a eu un projet de directive qui s'appelle la CSRD, qui est, on va dire, la continuité d'une directive existante, la NFRD, Non-Financial Reporting Directive, la CSRD, qui pointe le bout de son nez. En début d'été, on avait environ 130, 140 informations obligatoires à communiquer pour les entreprises cotées à partir de 2024. Il y a eu une grosse consultation cet été impliquant les entreprises, un certain nombre de parties prenantes, et on arrive à environ 80 en termes d'informations donc sur le social, sur l'environnement, sur la gouvernance. Si on prend un peu de recul et on regarde votre secteur, évidemment, l'enjeu énergie, carbone, économie circulaire, ça va être les sujets sur lesquels on vous attendra. Donc, il va falloir faire un peu le tri dans ces informations. Le périmètre d'application, c'est les entreprises cotées à partir de 2024, et puis on va progressivement 2026. PME, voilà, on va attaquer les PME, avec aussi la possibilité d'avoir, on va dire, une durée de 3 ans pour vraiment intégrer cette nouvelle réglementation. Mais juste pour dire que la Commission pousse pour plus de transparence, plus de cohérence et plus de pertinence sur ces informations ESG ou RSE que les entreprises vont devoir publier. Donc il faut s'y préparer. Ça va, je pense, dans le bon sens. Je pense que ça va aussi permettre, vous parliez d'innovation, aussi de valoriser pour un certain nombre de produits ces bénéfices environnementaux, ces co-bénéfices environnementaux et sociaux. En revanche, il faut s'y préparer et appliquer, on en parlait tout à l'heure, les normes, les méthodes qui permettent d'avoir des choses robustes et opposables. L'autre élément à garder en tête, c'est la taxonomie verte. Donc, taxonomie verte européenne, ça vient du Green Deal européen, qui a une vocation très intéressante et une logique qui est de flécher des activités identifiées comme vertes par le régulateur européen pour allouer, à travers les investisseurs, les banques, les capitaux vers ces activités. Donc tout ça, ça va toujours dans le même sens. Et si on regarde la liste des activités vertes qui ont été publiées, donc c'est une réglementation qui a maintenant 1 année de mise en œuvre, les entreprises cotées, pour l'instant, sont tenues de publier leur chiffre d'affaires vert, leur CAPEX et leur OPEX vert au regard de cette liste d'activités. Et on a 2 activités sur le numérique, que je dirais pour faire simple, le Green IT, donc verdir les infrastructures existantes, notamment les data centers, et puis la partie qu'on appelle en anglais enabling, c'est-à-dire la contribution des solutions digitales numériques, des logiciels, IT for Green, voilà, à la décarbonisation de l'économie au sens large. On est sur un sujet qui est plus complexe, évidemment, et vous êtes déjà en train d'expérimenter ces calculs, mais en revanche, ça va vraiment dans le bon sens, parce que ça veut dire que la Commission a aussi reconnu la contribution indirecte du numérique et du digital à la décarbonisation de l'économie européenne,
qui a des ambitions très très importantes de réduction des émissions. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. Taxonomie verte vous aide et reconnaît les bénéfices de vos produits et services. Donc une bonne nouvelle. Merci Frédéric. Et il nous reste à vous remercier tous les 4, tous les 5 avec Gilles d'être venus nous témoigner. Voilà, je vous laisse regagner vos